Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Le samedi 23 mars dernier, l'échiquier politique national a enregistré un nouveau-né. Il s'agit de l'Union sociale libérale, un parti politique dont Sébastien Germain Adjavon en est le président d'honneur. À ce sujet, nous recevons pour vous le secrétaire général adjoint et chargé des questions stratégiques. Avec lui ici, dans ce plateau, nous en saurons davantage les raisons qui ont motivé la création de ce nouveau parti politique béninois. Monsieur Géraldo Gomez, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Moussa, bonjour. Bonjour. Dans ce studio, comme d'habitude, je suis avec Samuel Dayou. Samuel Dayou, bonjour. Rodin Moussa, bonjour. Monsieur le secrétaire général adjoint, bonjour. Bonjour, Monsieur Dayou. Le parti USL. USL d'abord, quelle est la définition de l'USL? USL, Union sociale libérale. C'est le nom qui a été retenu pour le nouveau parti qu'on a créé, comme vous le disiez à l'entame, le 23 mars dernier, pour occuper un espace politique que nous estimons insuffisamment occupé, qui est l'idéologie sociale, et l'idéologie libérale, les deux ensemble. Pensez-vous que les deux la peuvent aller de pair? Tout à fait. En réalité, c'est vrai qu'il y a eu un semblant de polémique autour du social-libéralisme, que ce seraient deux idéologies qui ne peuvent pas aller ensemble. Mais en réalité, c'est une idéologie qui existe depuis des siècles à travers le monde entier. Ce n'est rien de nouveau que nous ayons inventé ici au Bénin. Le social-libéralisme existe comme doctrine politique. C'est du libéralisme qui est fondé sur les libertés. Dans le social-libéralisme, il faut entendre libéralisme comme la défense des libertés individuelles et collectives. Et par conséquent, on ne peut défendre ces libertés sans y mettre l'homme au cœur de l'activité politique principale. Et en prenant ces deux volets, on ne peut qu'y adjoindre de volet social. Mais en ce qui concerne l'Union sociale libérale ici au Bénin, nous n'avons pas fonctionné comme si nous étions dans un supermarché où nous avons choisi sur un rayon une idéologie quelconque pour pouvoir occuper l'activité politique. Non, nous sommes partis du leader lui-même, de ses actions, de la façon dont il fonctionne. C'est un capitaine d'entreprise, c'est un capitaine d'industrie, mais c'est aussi quelqu'un qui est très présent sur le volet social dans le pays et tout le monde le reconnaît. Ce sont donc deux piliers sur lesquels il est solidement installé ici au Bénin. Et nous n'allons pas faire l'hypocrisie de faire croire qu'il pouvait être l'un sans l'autre ou l'un seulement pour pouvoir faire de la politique. Ce sont ces deux éléments qui le définissent. Et donc c'est en fonction de cette identité très remarquable qu'il est que nous avons axé notre idéologie politique sur du social. Vous l'avez dit tout à l'heure, votre président d'honneur, on le connaît sur le plan social. Tout ce qu'il a fait dans le pays, on n'a pas besoin de citer. On vous attendait à ce que vous donniez le nom ASG à votre parti. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? C'est parce que sur tous les plans nationaux, toutes les œuvres qu'il a eu à faire, on voit inscrit ASG un peu partout. Oui. En réalité, toutes les œuvres que vous citez sont des œuvres de la Fondation Adjavon, la Fondation ASG. Donc c'est normal que sur ces œuvres-là, les initiales de ces noms et prénoms puissent figurer. Dans le cadre d'une fondation, ce n'est pas une chose choquante, puisque la plupart des fondations sérieuses qui existent à travers le monde sont des fondations portées par ceux qui les ont effectivement fondées. Excusez la répétition. Donc c'est normal qu'une fondation fondée par M. Adjavon Sébastien Germain s'appelle une fondation ASG. Là, nous sommes dans le domaine politique. Il s'agit d'orientation politique. Et M. Adjavon a été le premier, depuis des mois, bientôt 24 mois, a clairement marqué cette volonté de voir, de construire ce que nous nous étions promis de construire au-delà de sa personne. Qu'il s'agit d'un ancrage politique qu'il veut créer, qui dépasse sa personne, qui survive à sa personne, et par conséquent qui n'était pas normal, qui n'était pas juste, qui n'était pas suffisamment ambitieux de donner les initiales de son nom à un tel parti qui devait naître. Donc très tôt, le débat avait été tranché de son côté, mais je sais
que nous sommes plusieurs militants à avoir défendu même lors du congrès que ce nom-là soit retenu. Les propositions ont été faites, les arguments ont été donnés, argument contre argument. Tout le monde s'est résolu à dire oui, c'est une ambition noble de vouloir que ce parti-là subsiste à son leader, à son fondateur, et que donc on était prêt à aller au-delà de ce nom et de prendre ce qui est une identité politique remarquable. On a donc arrêté l'Union sociale libérale. Mais vous parlez d'identité politique. On a vu le président Sébastien Germain Adjavon aux dernières élections, il a été candidat malheureux, excusez-moi si je peux m'exprimer ainsi. Mais pourquoi, subitement, 2 ans après, sur l'échiquier politique, on voit la naissance de l'USN? Monsieur Sébastien Adjavon était parti à l'élection présidentielle de 2016 sans parti politique. Il était certes entouré d'hommes politiques majeurs du pays, mais il n'avait pas de formation politique. Il n'était pas seul dans le cas, puisque l'actuel président de la République aussi était dans une situation similaire, sans parti politique. Il avait même promis, lors d'une émission antérieure, que quelques esprits bien intentionnés prennent plaisir actuellement à rappeler qu'il n'était pas formaté pour la politique. Mais dans son discours, dans son adresse lors du congrès du meeting du congrès le samedi 24 mars dernier, il s'en est expliqué. 2016 a été pour lui, a-t-il dit, son chemin de Damas politique, c'est-à-dire ce qui cherchait à fuir s'est imposé à lui comme un destin auquel il fallait qu'il réponde. Et il y a répondu. Il y a répondu quasiment au dernier moment, et donc c'est à lier les services et les conseils d'hommes politiques avisés de ce moment, qui l'ont accompagné, qui l'ont porté, non sans difficulté. Pendant cette bataille électorale, on a vu les résultats qui ont été donnés, on pourra y revenir un peu plus tard. Mais toujours est-il que, ayant mis pied dans le monde politique, ayant répondu à ce destin, il ne pouvait plus tourner dos à ce destin. Alors, plus qu'un magnat de la volaille, comme on aime à l'appeler, l'homme est d'abord un logisticien, c'est-à-dire quelqu'un qui sait organiser, quelqu'un qui sait se structurer. Il n'a pas pu le faire en 2016 parce que c'était sur le dernier moment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, il a dit, on m'a donné 5 ans pour m'organiser, il faut que je m'organise. Moi, j'ai pensé un moment qu'il aurait pu créer un parti politique très tôt, juste après les élections, pour pouvoir profiter de l'engouement populaire qu'il avait accompagné lors de cette élection, mais il est resté serein parce que dans cette organisation, dans la stratégie qui était la sienne dès le départ, il a pensé qu'il y avait plusieurs autres étapes à franchir avant d'arriver à cette formation politique. Donc ce sont toutes ces étapes-là qui ont été franchies pour s'organiser, structurer et offrir quelque chose de solide aux Béninois parce qu'il les respecte. Et il aime souvent le dire, le Bénin m'a donné tout, je ne connais que le Bénin comme pays. Il ne connaît que le Bénin comme pays, mais est-ce que M. Joël Adjavon connaît le Bénin comme pays? Tout au pays. Je vois bien où Parce vous que allez. Beaucoup, on pense aujourd'hui que pourquoi subitement la création de ce parti politique, beaucoup rêvent de voir que ça soit différent des autres partis comme le passé, mais aujourd'hui on voit Joël Adjavon comme... Je vois bien là où vous allez. Et si on parlait de la structure même du parti politique, comment ce parti-là, le bureau est constitué avant d'aller à la question de M. David. En prenant les deux questions, on va parler en même temps de la structuration du parti. Monsieur Joël Adjavon connaît très bien ce pays, puisque dans toutes les étapes dont je parlais tout à l'heure que le président Adjavon a souhaité franchir avant d'offrir aux Béninois ce parti, Joël Adjavon a été en avant, à l'avant de cette lutte-là, de ce travail de fourmi, à la base, des contacts politiques qui ont été pris. Le carnet d'adresses dont il est pourvu est inimaginable. À l'Union sociale libérale, nous ne connaissons pas Joël Adjavon, nous savons ce qu'il sait faire. C'est cela qui nous importe à l'Union sociale libérale. Nous comptons sur le savoir-faire de chacun. Son nom importe peu pour vous. Son nom importe peu pour nous, comme le nom de quelqu'un d'autre importe peu pour nous. Comme le nom de Gomez importe peu pour le président Adjavon, c'est ce que je sais faire qui importe. En parlant de la structuration, puisque je voudrais bien vider un peu la question de M. Dayou, puisqu'on en a entendu un peu partout ailleurs,
C'est son frère, Joël Adiabon. On en a parlé. Je viens de dire que nous ne connaissons pas le frère. Nous ne connaissons que ce qu'il sait faire. On a extrapolé en disant ce sera le cas lorsqu'il aura à gouverner ce pays, ce sera un gouvernement de famille. Je voudrais juste rappeler à quelques-uns qu'il aura peut-être oublié qu'il y a 2 ans, jour pour jour, quand il s'agissait de constituer le premier gouvernement de la rupture, il fallait qu'il propose des ministres. Il en a proposé, même si on n'a pas respecté les accords qui étaient tracés, on lui en a laissé 3 places, il a proposé 3 noms. Il n'y a aucun membre de sa famille. Lui, il a démontré que quand il s'agit de nommer des gens à des postes éminents, ce n'est pas une question de famille, c'est une question de savoir-faire. Et c'est cela qui l'a guidé. Et si c'était juste de l'amateurisme qui guidait les décisions de cet homme, je ne pense pas qu'il puisse être au niveau où il est aujourd'hui. Donc c'était pour un peu aller un peu plus loin que la question que vous avez posée, mais je sais que ce sont des questions qui sont arrivées dans les débats. J'ai profité, saisi l'occasion que vous m'offrez pour en parler et essayer de vider la question. Et pour en revenir un peu à la question de M. Moussa sur la structuration du parti. Nous avons une organisation simple et efficace, on l'espère, puisque c'est l'objectif qui est visé en adoptant ce mode-là avec tous les congressistes. Nous avons un bureau national. Mais le bureau national est la 3e échelle de notre structuration, puisque, non, pas le bureau national, pas la 3e, c'est le 2e. Le 2e, mais je le dis le 10e par rapport à la présidence d'honneur qui est une instance chez nous aussi. La présidence d'honneur, le bureau national, mais tous les membres, comme dans tous les partis cette fois-ci, constituent le congrès. Donc ce sont tous les membres, tous les militants du parti qui constituent le congrès, c'est-à-dire l'Assemblée générale, si on était sous une forme associative. Nous avons un bureau national de 15 membres. Donc très ramassé, à l'opposé de la plupart des autres partis politiques qui existent sur l'échiquier politique béninois. Et vous l'avez dit, c'est aussi la marque de l'Union sociale libérale. C'est une autre façon de voir la politique. Une équipe allégée, mais pour des actions réelles, efficaces. 15 membres, mais tous les départements représentés. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Les 12 départements. Les 12 départements du Bénin représentés. Les 12 ou bien les anciens 6? Les 12 départements représentés. J'insiste là-dessus exprès parce que je sais que ça a fait polémique également, mais je puis vous garantir que ça a été un tour de force de le faire. Ce n'est pas un bureau national du mono-Koufo, comme on l'a entendu dire. Tous les 12 départements y sont, et mieux, sur les 15 membres, nous avons 3 femmes et 11 jeunes. Ça annonce les couleurs. 3 femmes? 3 femmes et 11 jeunes. Parmi les 11, il y a combien de femmes dans les jeunes? Nous comptons toutes les 3 femmes parmi ces jeunes. Donc, ok. Donc, la ligne est mise, la trajectoire est tracée, le renouvellement de la classe politique est souhaité. Nous allons apprécier, nous allons nous faire voir, si je peux me permettre à votre yeux de me compter parmi les jeunes, nous allons nous faire valoir et démontrer ce que nous savons faire pour montrer que la jeunesse peut prendre le relais. Et je pense que c'est le challenge que le président Adiabon prend en inspirant le Congrès, en disant, en leur souhaitant que nous allions dans cette direction-là. Renouveler la classe politique, confier des responsabilités à la jeunesse et aux femmes. Mais vous avez parlé tout à l'heure des ministres que le président Sébastien Adiabon a proposé au président Talon et qui ont travaillé avec lui pendant un bon moment. Mais où sont passés ces ministres aujourd'hui? Nous avons constaté que dans votre bureau... Ils ne sont pas présents dans le bureau? Ils ne sont pas présents. Où sont-ils passés? Ils ne sont effectivement pas présents dans le bureau. Je ne sais Ils pas... sont venus d'abord au Congrès, s'il vous plaît. Justement, j'allais y venir. Je ne peux même pas vous garantir qu'ils étaient au Congrès. Ne demandez pas s'ils étaient invités. Ça a été un choix. Aucun membre de la majorité présidentielle non plus n'a été invité. C'est un choix. Non, vous n'avez pas invité la majorité présidentielle? Nous n'avons pas invité la majorité présidentielle. C'est fait exprès, bien vous ne voulez pas. C'est un choix. C'est un choix assumé, non pas par sectarisme, mais pour offrir aux Béninois un positionnement clair. Un positionnement clair. Nous sommes de l'opposition. Nous ne voulons pas mentir aux populations. Ce que nous pensons, nous l'assumons. Ce que nous disons, nous pouvons le démontrer. Mais c'est mieux quand même d'inviter la mouvance parce que ce n'est pas une guerre entre vous. L'opposition et la mouvance, nous sommes tous... Justement, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas par sectarisme qu'on ne les a pas invités.
mais nous sommes dans une démarche où nous voulions créer une formation politique d'un type nouveau, où nous voulons nous positionner politiquement sur le plan idéologique d'abord, mais aussi sur l'échiquier politique de façon claire, pour que la population lise clairement où nous sommes. Mais nous avons aussi lancé la création de ce parti politique dans un contexte un peu compliqué. Vous savez qu'on a souhaité faire notre congrès au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou à Cotonou ici, que cela n'a pas été possible à la faveur d'une subite apparition d'une délégation chinoise qui devait faire des travaux. On a découvert qu'il y avait une période du 16 mars au 29 mars où plus personne ne pouvait rien faire au stade, mais apparemment... Une délégation que vous avez qualifiée de fictive. Qualifiée de fictive, on l'a cherché avec ceux qui les ont annoncés, on n'a pas trouvé. Bon, les choses sont ce qu'elles sont. On va se contenter de dire que la délégation n'empêchait pas, en tout cas, de faire un congrès tel que c'était souhaité, ne serait-ce qu'à la date où nous la souhaitions. Donc on n'a pas pu faire au stade de l'amitié. Nous avions un plan B que nous avons mis en œuvre. Nous avons souhaité avoir la couverture sécuritaire, comme il est dû à tout citoyen qui essaye de se réunir. Même dans un cadre familial, tout le monde voit la sécurité se présenter pour garantir la sécurité des citoyens tout simplement. Mais figurez-vous, pour un congrès d'un nouveau parti de cette envergure naissant, on nous a refusé la sécurité. Qui vous a refusé la sécurité? La police républicaine, que nous avons sollicité régulièrement avec les courriers qu'il faut, et qui nous a produit une proforma. Ça peut choquer dans une république, mais on sait que c'est ainsi que ça se passe. On a payé également, et la police républicaine nous a indiqué qu'elle attendait le quitus de sa hiérarchie pour se présenter, quitus qu'ils n'ont pas dû avoir puisqu'ils ne sont pas venus. Les sous ont été restitués? Restitués, absolument. Mais au niveau du stade, vous avez restitué les sous? Au niveau du stade, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas récupéré les sous puisque le courrier qui nous était adressé nous suggérait de reporter la date. Mais il paraît aussi qu'au niveau du stade, c'était pas pour même, c'était par le biais d'une ONG. C'est effectivement par le biais d'une ONG. Pourquoi vous avez pris par une ONG? Parce que c'est une ONG, je vous reviens d'un pas en arrière, je vous ai dit que pendant 2 ans, nous avons fait un travail minutieux à la base, de structuration de notre base, de nos cellules dans chaque partie, dans chaque quartier. Ce travail a été fait de façon légale, parce que nous tenons toujours à faire les choses de la façon la plus propre possible. Nous avons mis en place une association pour constituer cette base-là en attendant que le parti soit créé. Puisque la naissance d'un parti, c'est une affaire juridique aussi. On ne peut pas avoir mis en jeu un parti politique tant qu'il n'a été déclaré. Donc la seule chose qui était possible de faire, c'était d'avoir cette association pour pouvoir faire nos regroupements, nos réunions de façon totalement légale. Et c'est cette association qui a demandé l'allocation du stade. Donc rien d'illégal, rien d'anormal. Tout est logique et cohérent par rapport à notre cheminement. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher vos sous? C'est pour une œuvre sociale? Non, on n'a pas donné les sous, rassurez-vous. C'est simplement pour correspondre au fait que le stade général Mathieu Kérékou n'appartient à personne. Il appartient à tous les Béninois. On ne l'a pas eu pour le 24, les 23 et 24 mars, mais on l'aura. On l'aura. Ils nous ont suggéré de reporter la date. On choisira une autre date. Ils nous diront à quelle date le stade est libre. Nous choisirons cette date pour retrouver à nouveau nos militants. C'est pour cela que les sous sont encore disponibles à leur niveau. Vous allez choisir d'autres dates, mais le nom du mouvement va changer. Nous reformulerons la demande tout simplement. On nous a demandé de reporter la date. D'accord, donc vous allez reporter, vous allez refaire. Moi, je pense que beaucoup de citoyens ont dit que peut-être que le stade de l'amitié aussi ne portait pas bonheur au président Jamia Diao parce que c'est là qu'il avait lancé son parti en 2016. C'est sa campagne présidentielle en 2016 et qu'il n'était pas arrivé au bout de l'échelle. Donc si ça ne se passe pas bien, c'est qu'il a décidé, on ne va plus regarder ce que le pouvoir en place a fait. Ça, c'est une analyse que vous me portez, peut-être qu'on en tiendra compte. Mais peut-être qu'on sait aussi ce que le général Mathieu Kérékou a apporté à ce pays. Je ne pense pas qu'un stade qui porte son nom porte malheur à qui que ce soit. Et si on doit revenir à l'étape de 2016, le président Sébastien Adjavon l'a redit d'ailleurs dans son discours le 24 mars dernier, cette élection n'était pas un échec pour lui.
C'était une victoire. Se lancer dans cette bataille à 4 mois près et arriver à 23% officiellement, ce n'est pas un échec. On ne le conçoit pas comme un échec. On conçoit cela comme une acceptation de la population d'un nouvel homme politique. Mais surtout, il l'a rappelé, en 2007, nous avions de sérieux arguments pour contester les résultats qu'on nous prêtait. Voilà, mais il a fait le choix. 23% officiellement. Officieusement, c'était combien? Officieusement, on était au deuxième tour en tout cas. Maintenant, vous êtes au deuxième tour. Où sont passés les près d'une trentaine? On a compté près de 32 députés et autour du président Sébastien Germain-Adjabon. Lors de la campagne présidentielle, ils sont où? On ne les voit pas dans le bureau, on ne voit pas aussi beaucoup d'anciens là. Oui, effectivement, au moment où vous parlez de cette trentaine de députés autour du président Sébastien Adjabon, un autre candidat en avait très peu. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. Vous avez dû le remarquer, c'est celui qui n'en avait pas qui a le plus aujourd'hui. Bon, donc ça veut dire que ceux qui sont autour du président de la République aujourd'hui ont fait un choix. Ils sont dans un bloc qui s'appelle le bloc de la majorité parlementaire ou présidentielle, je ne sais plus. C'est un choix politique qu'ils ont fait. Nous sommes sur le terrain. Nous avons commencé à mailler le terrain sans nous baser sur les personnalités politiques, mais en redonnant la parole à la base. C'est ce que nous avons fait de l'Ouémé Plateau jusqu'aux collines. Et dans le nord, nous pouvons revendiquer aujourd'hui près de 300 000 militants à la base au lancement du parti politique. Nous avons parlé tout à l'heure des ministres et des députés qui étaient au départ avec Sébastien Germain-Adjabon. Est-ce que ce n'est pas cette confiance qu'il n'a pas eu en ceux-là qu'il a placé le numéro 2 du parti comme il a pris son frère? Non, c'est pas un manque de confiance. Ça peut être lu comme un manque de confiance d'un côté ou de l'autre. On ne peut jamais empêcher la lecture que chacun peut faire d'une décision politique. Mais en ce qui concerne le délégué général Joël Adjabon, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au regard de ce qu'il apporte au parti, au regard de ce qu'il a apporté au parti dès la structuration de la base, de ce qu'il peut apporter dans cette démarche-là. Et il y a aussi, évidemment, une question de confiance. Nous sommes dans une ère que tout le monde aime à rappeler de la ruse et de la rage. Il est nécessaire que nous travaillions en sérénité et que le travail que nous promettons aux populations, nous puissions le faire de façon sérieuse, sans nous préoccuper de toutes les difficultés qui peuvent être créées de ci et de là. Mais c'était annoncé que Sébastien Adjabon n'ira pas seul, mais aujourd'hui on constate qu'il allait créer son parti, parce qu'au départ nous avons appris que c'était une coalition de l'opposition. Il y a une coalition... Est-ce qui n'a pas marché par la suite? Non, il y a aussi de regroupement de plusieurs partis. Ça, c'était un débat qui était en cours, qui a été lancé par les officines que nous connaissons les uns les autres, au regard de la réforme du système partisan. Il était question de regroupement de partis. Nous n'avons pas été dans cette démarche-là. Nous avions un timing, nous avions un programme que nous avons déroulé. Parce que la chose la plus délicate en politique, c'est de se départir de son propre programme et de se figer sur le programme que l'adversaire voudrait bien vous tracer. Nous avions un timing, nous avions un programme que nous avons déroulé. Mais il faut savoir que nous avons créé ce parti en tenant compte de toutes les éventualités. Cette réforme du système partisan, si elle doit advenir, elle va s'imposer à tout le monde, aussi bien à nous qu'à ceux qui l'auront voté. Ceux qui l'auront voté et qui ont un parti politique aujourd'hui, leur parti politique devrait disparaître pour se fondre dans une nouvelle formation. Donc chacun sait ce qu'il fait. Nous avons créé notre parti seul, entre guillemets, parce que nous parlons du président d'honneur aujourd'hui, mais les membres, quand vous descendez parmi les membres, vous verrez qu'ils proviennent de la plupart des partis politiques existants. Je vous ai dit que nous avons travaillé depuis la base. C'est la base qui est présente. Cette base-là, elle n'est pas multiple dans le pays. Elle est partagée par les différents partis politiques. Donc cette base à laquelle nous nous sommes intéressés nous a rejoints sur un idéal. Mais c'est un idéal qu'elle ne partage plus avec les autres formations politiques. Donc aujourd'hui, à chaque formation politique de faire le point pour savoir où elle en est dans sa démarche, dans l'animation de la vie politique.
puisque la base, elle a fait un choix. Mais comment la base, elle a fait un choix? Mais comment vous avez fait le choix des 15? C'est pas élection dans le congrès, bien c'est comme d'habitude, on s'entend dans les coulisses avant de venir à l'élection. Oh, vous savez, Les règlements amiables en quelque sorte. Nous, au niveau de l'Union sociale libérale, nous avons mis l'accent sur l'élection et le consensus. Les deux ont été réunis. Le président d'honneur a été élu comme il se doit selon les tests, puisque là aussi c'est une question d'élection. Et le bureau a été élu par le même procédé. Décision du Congrès et validée par le Congrès. Donc toutes les tests ont été respectés. Les tests dont nous nous sommes dotés le vendredi ont permis l'élection de ce bureau de 15, puisque c'était ainsi indiqué dans les tests que nous voulions un bureau national de 15 membres. Là aussi, il y a eu des débats pour savoir si 15 était la taille optimale, s'il ne fallait pas aller un peu plus loin, ainsi de suite. Mais l'orientation, la philosophie qui a été majoritaire était de rester connecté directement à la base. Nous pourrions remplir le bureau national de 50, 80, 90 membres, comme on peut en trouver ailleurs. Mais après, il faut des attributions. Et s'il faut juste des titres sans activité, à quoi cela sert? Parce qu'en général, quand on fait ce genre de bureau, c'est que deux personnes sont à la tête de telle circonscription électorale, sont à la tête de tel département, sont à la tête de telle communauté d'arrondissement ou de commune. À l'Union sociale libérale, en quittant le bureau national des 15 membres, nous descendons directement au niveau des arrondissements. C'est-à-dire que nous ne passons pas par la circonscription électorale, nous ne passons pas par le département, nous ne passons pas par la commune. Et vous n'aurez pas de problème de leadership, de guerre de leadership après? Les gens vont dire, bon, on nous a étrapolé, là, on nous a dépassé. Vous n'aurez pas ça? La priorité, c'est comment on résout le problème des populations. Ceux qui arriveront à résoudre les problèmes des populations n'auront aucun problème de leadership. Autant nous avons suscité la base, autant nous renvoyons nos leaders vers cette base-là pour se faire valider. Et c'est en étant le plus près de cette base-là que ces leaders seront validés et pourront mériter de représenter cette base-là. C'est l'alchimie que nous voulons mettre en place et c'est pour cela que nous avons mis le bureau national. Et en partant de ce niveau, nous descendons directement au niveau des arrondissements. Votre discours vous a conduit et migré directement à l'opposition. Pourquoi vous avez décidé d'être opposant au pouvoir actuel? M. Sébastien Germain Adjavon et Patrice Talon sont des amis? M. Adjavon et M. Talon sont des amis. Je pense que vous mesurez ce que vous dites et que vous savez ce que vous y mettez. Ils ne sont pas ennemis non plus. On les a vus en 2016. L'autre dit c'est pas. Vous avez raison. L'autre dit c'est pas. Le président Talon avait même dit lors de du deuxième tour qu'il gouvernerait le pays comme des frères. Il avait dit qu'il n'était pas troisième, qu'il était deuxième ex aequo. Tout ça a été dit. Le 24 dernier, lors du meeting qui a suivi le congrès à Diefa, le président Adjavon a dit et a rappelé qu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait été convenu de faire, de réaliser pour les populations, le président Talon y a tourné dos. Et qu'à partir de ce moment-là, il ne se retrouvait plus dans les priorités, les nouvelles priorités qui se dégageaient. Il en a parlé, ça n'a pas pu être pris en compte. Il faut être franc avec les populations et se démarquer. Ça, c'est sur le plan des programmations. Mais vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'il y a eu plusieurs autres affaires qui sont intervenues entre-temps, qui ne sont pas des questions de personnes, mais qui sont des questions de gouvernance, de conception du pouvoir, de conception de l'autorité, de l'amour de la patrie, sur lesquels il y a aussi des accords. Quand on a autant de désaccords, doit-on continuer à faire croire aux populations qu'on est amis? Est-ce qu'il ne faut pas offrir aux populations un dialogue franc et montrer que nous sommes tous fils du même pays, on n'a pas besoin d'être ennemis. Mais il y a une autre façon d'approcher les affaires de l'État. Il y a une autre façon de faire. Il y a une autre façon de créer de la richesse. Il y a une autre façon de partager cette richesse-là. C'est sur cela
qu'il y a des accords, et c'est cela qui nous contraint à être de l'opposition aujourd'hui, parce que sur tous ces points, nous ne sommes pas en accord avec la gouvernance actuelle. Évidemment, nous sommes dans les 2 ans de la gestion de... On revient d'abord sur le bureau politique national de l'ISL. On a constaté que vous êtes 15 dans le bureau et nous avons 12 départements. Vous avez dit que chaque département est représenté dans le bureau. Mais parmi les 15, le constat est que c'est juste quelques 3 qui sont des anciens tenants politiques, tels que Dassundo et Bazila Rossi. Et Kenyonde. Est-ce que c'est seulement avec vous que vous comptez remporter la victoire, parce que les échéances électorales sont déjà... Est-ce que réellement c'est seulement avec les anciens? La population à la base ne connaît que les anciens. Oui. Cette population est demandeuse de nouvelles têtes. C'est un peu ça le paradoxe. Parce que dans le même temps où la population réclame le renouvellement de la classe politique, on offre un bureau national de 15 membres avec quasiment 11 ou 12 nouvelles têtes. Et parmi ces têtes-là, 11 jeunes et 3 femmes. Et on essaie de nous faire croire que finalement, il n'y a pas beaucoup de poids lourds dans le bureau. Vous avez sorti les mots, mais pas de poids lourds. Mais nous avons fait l'option du renouvellement. Mais un renouvellement qui correspond à notre état. Enfin, quand je dis état, ce n'est pas état politique, je veux parler de culture. On ne coupe pas avec le passé. Il nous faut quelques poids lourds qui savent faire pour guider les pas des plus jeunes qui s'engagent, pour leur montrer où ils ont failli et donc où il ne faut pas tomber à nouveau, et aider toute cette nouvelle classe à faire ses gammes pour pouvoir les devancer. Et c'est ça leurs ambitions. Les 3 députés ou anciens députés que vous avez cités, l'honorable Arossi, l'honorable Kenyonde Dassundo, sont là. Vous ne trouvez pas que le nombre est un peu réduit? On peut multiplier à l'infini, on peut en mettre combien? 2 de plus, 3 de plus, 5 de plus, ça ne sera jamais suffisant parce qu'il y a beaucoup de poids lourds au Bénin quand même. Mais l'option qui a été prise, comme je l'ai dit, c'est la jeunesse et le renouvellement de la classe politique. Je ne sais pas quelle magie qu'India voulait se retrouver là. Où se trouve maintenant son parti ADD? UDD ou l'OGD. Son parti existe, il en a démissionné. La démission de la tête du parti? Tout à fait. Parce que, en fait, la démarche est toujours singulière chez nous. Nous ne recevons pas des partis en bloc, nous ne recevons pas des mouvements en bloc, nous ne recevons pas des associations en bloc. Nous demandons à ce que ce soit chacun qui adhère à l'Union sociale libérale. Et donc, il ne s'agit pas pour l'honorable Kenyonde de venir à l'Union sociale libérale et de déclarer que tout l'UDD ou l'OGD converge unanimement vers l'Union sociale libérale. C'est lui qui fait la démarche. Et après, attendons de voir la suite. Attendons de voir la suite. Je vous disais tantôt que vous êtes en train de faire 2 ans aussi sur l'arène politique, vous êtes plongé dedans là. Et 2 ans pour la gestion, nous sommes dans la semaine des 2 ans, la gestion de l'État. Le président Patrice Talon et la rupture est en marche. Et le président Sébastien Germain-Diavon aussi était l'un des candidats de la rupture. 2 ans de gouvernance par le président Talon. Que peut-on dire de la gouvernance actuelle à l'USL? Oui, 2 années de gouvernance de la rupture, du nouveau départ, ou du Bénin révélé, ou je crois qu'il y en a encore un autre en cours, Bénin en route. Que d'espoir déçu. Que d'espoir déçu. Pourquoi d'espoir déçu? Parce que on sortait de 10 années d'une gouvernance que tout le monde pensait, enfin tout au moins décriait, et où on espérait quelque chose de nouveau. Et la coalition de la rupture, c'est ce qu'elle annonçait comme nouveau mode de gouvernance qui a séduit nos populations et qui y ont adhéré. Le programme d'action du gouvernement qui a été vulgarisé, chose exceptionnelle, qu'on trouvait être déjà l'aboutissement du même programme, vous vous en souvenez, il y a 3 piliers. Il y avait des réformes institutionnelles, des réformes sur le plan économique, et puis le volet social. Je ne reviendrai pas sur le volet social parce que tout le monde est convaincu que nous n'avons pas beaucoup bougé
Et là, je suis gentil, en réalité, nous n'avons pas du tout bougé. Qu'est-ce qui s'est passé sur le volet social? Dites-nous ce qui n'est pas... Ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé plus tôt, c'est qu'on nous a annoncé des milliers de logements sociaux, à raison de 5000 logements sociaux par an. Vous avez dit 2 ans, mais en réalité, nous sommes dans la 3e année budgétaire. Puisque 2016, il y a eu le collectif budgétaire, donc un budget assumé par le pouvoir d'alors. Il y a eu le budget 2017 et le budget 2018 déjà voté, et donc en exercice. Il reste en réalité 2 budgets pour ce pouvoir dans ce quinquennat, puisque le budget 2021 sera corrigé par le pouvoir qui sera en place pour être assumé. Donc en réalité, il lui reste 2 budgets. Et vous vous souviendrez que lors de la présentation du programme d'action du gouvernement, le ministre Wadaï avait indiqué que pour gagner le pari annoncé par ce programme, il fallait 3 années consécutives avec au minimum 7% de taux de croissance pour pouvoir donc gagner ce pari. Sur aucun des budgets en cours, jusqu'à ce 3e, vous n'avez encore atteint les 7%. Ça va combien? Nous sommes toujours autour de 5, 6 maximum. Au moins, c'est la moyenne. 7, ils avaient annoncé, minimum, pour pouvoir gagner le pari, et sur 3 années consécutives. C'est leur paramètre pour pouvoir gagner le pari. Nous venons d'en exécuter 3, puisque nous sommes en avril du 3e exercice, c'est déjà suffisamment avancé. Il n'en reste que 2. Par définition, on n'aura donc jamais 3 budgets consécutifs qui nous donneraient 7 points de croissance à chaque fois. On peut donc conclure que le pari est perdu. Or, il fallait ce taux de croissance sur ces 3 années consécutives pour pouvoir réaliser tout le volet social qu'il promettait. On peut donc être inquiet, ce ne sera pas réalisé. C'est déjà la preuve. Nous n'avons pas les logements sociaux, ils n'ont même pas encore démarré. On nous annonce tantôt des maquettes, tantôt des études qui n'en finissent pas. Quand est-ce que ça va démarrer? Nul ne le sait. Et la situation semble s'aggraver, puisqu'aujourd'hui on rivalise de tournures, de phraséologie pour nous expliquer qu'on n'a pas de dette, qu'on fait porter nos dettes par... La situation actuelle est que même pour nos dettes intérieures, nous ne sommes plus en mesure de les assumer. Et que nous avons été obligés de chercher une agence extérieure, non étatique, pour aller chercher de l'argent sur les marchés pour payer nos dettes intérieures. Nos dettes intérieures, c'est ce que l'État doit aux différents prestataires intérieurs. Nous ne sommes pas en mesure de les payer. Et nous ne sommes plus suffisamment crédibles, nous-mêmes, sur le marché, pour aller chercher l'argent. Et nous sommes donc obligés de passer par une tierce, une institution, pour aller chercher l'argent nécessaire pour payer ces dettes-là. Donc la situation s'empire. Je sais qu'il y a toute une campagne qui est orchestrée, même le ministre Wadani nous a expliqué qu'il y a une agence, il y a le FMI présentement au Bénin pour commencer toute une procédure de notation du Bénin pour pouvoir aller sur le marché international. Le FMI ne se déplace pas pour rien. Mais le FMI a dit que nous sommes bien, que nous nous portons bien. Le FMI dit toujours que tout le monde se porte bien. Il l'a dit sur le président Yahi Boni aussi. Nous l'avons tous contesté. Nous l'avons vu quelques jours après. Mais en réalité, je ne veux pas dire que le FMI ment. Non. Le FMI est une institution qui respecte la souveraineté de chaque pays. Ce qui est fait comme déclaration, il faut toujours reprendre le document, le rapport qui accompagne ces déclarations pour comprendre les points sur lesquels le FMI oriente chaque pays. Le dernier rapport avant la visite actuelle du FMI au Bénin, le dernier rapport qu'ils ont produit lors de leur dernier passage était dans la même tournure. Tout va bien, on est fiers du Bénin. Mais le rapport qui a suivi précise, et toujours sous forme de recommandation, qu'il est indispensable d'investir davantage sur le social. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport qu'ils ont produit. Donc il faut toujours être prudent et attendre le rapport qui accompagne les passages du FMI pour mieux comprendre l'analyse réelle
que le FMI C'est fait. pour ça qu'un grand effort est en train d'être fait au niveau, sur le plan social ces derniers jours. Quel type d'effort, excusez-moi? Vous avez amené la ministre... a été débloqué. La ministre des Affaires sociales a fait une tournée il y a de cela. 200 millions ont été... 200 millions, et on annonce, j'ai vu quelques autres chiffres circuler, sur 7500 jeunes, à hauteur de 200 000 par jeune, cela faisait près de 15 milliards non remboursables, a-t-on précisé. Faire du social, c'est pas jeter de l'argent. Faire du social, c'est imaginer ce qui peut rapporter à chaque personne concernée. On veut faire du social en distribuant 200 000 à chacun. Pour quel objectif? Et ça, après avoir cassé des maisons, des commerces, bouleverser la structure même de notre pays. Imaginez, on parle des casses, mais on en a tellement passé que parler que chacun pense que ce n'est plus nécessaire de le répéter. Mais je voudrais insister sur un élément. Nous vivions quotidiennement, nous vivions quotidiennement des situations auxquelles nous ne faisions pas attention. Vous prenez 10-20 mètres de longueur sur un trottoir, vous pouvez voir 5 ou 10 femmes, bonnes femmes, vendent la même chose, le même akassa, le même pain, elles sont toutes côte à côte. Et pourtant, chacune s'en sortait. Cela ne répond à aucune logique commerciale, ni à aucune logique marketing. Si ça devait l'être, chacune aurait cherché un coin où il n'y a pas un concurrent ou une concurrente immédiate. Mais pourtant, constamment et quasiment dans toutes nos villes et dans tous nos villages, nous voyons cela. Et pourtant, ça a fonctionné. Parce qu'il y a toute une sociologie derrière que le pouvoir a cassée et qui risque d'être durablement cassée parce qu'ils n'ont pas pris cette notion-là. On ne casse pas une structuration sociale pour embellir une ville. On embellit une ville pour que la structure de la société puisse se sentir mieux. À travers votre analyse, vous avez dit tout à l'heure, la situation s'empire. Vous êtes une formation politique aujourd'hui. Que faites-vous pour aider le pouvoir en place? Étant de l'opposition, bien sûr, aider le pouvoir en place à corriger tout cela. Parce que cela y va de l'intérêt de tous. Cela y va de l'intérêt de tous. Vous avez 1000 fois raison. Nous ne sommes pas dans une opposition où on peint tout en noir, mais nous sommes dans une opposition où nous imposons la vérité au peuple. Ce qui va mal doit être dit pour que ceux qui entendent puissent corriger, parce que c'est le gouvernement qui est à l'action. Le gouvernement est l'exécutif. À sa tête, il a le président de la République. Et il est important de faire cette différence. C'est avec son gouvernement qu'il forme l'exécutif, mais lui, en tant que président de la République, est garant de toutes les institutions et de leur fonctionnement. Et donc, il a pour mission première de faire en sorte que toutes les institutions dont nous nous sommes dotés puissent fonctionner et permettre que ce que l'opposition décrit parfois puisse être corrigé assez rapidement et non pas empirer la situation. Et non pas couper certaines institutions de subsides pour pouvoir les empêcher de fonctionner. Et non pas les laisser traîner dans les difficultés, comme par exemple la Cour constitutionnelle où un membre démissionne et où la loi lui fait obligation de nommer son remplaçant, puisque c'était l'ancien président de la République qui l'avait nommé. Et depuis plus de 2 mois, aucun remplaçant n'est nommé à la place de M. Dato. Mais le pouvoir estime que c'est dans quelques mois que c'est une... Le pouvoir n'a pas estimé, la loi prédit, la loi prévoit, il faut respecter la loi. C'est cela le fond même, la base même de la démocratie et la base de toute lutte éventuelle contre l'impunité. L'impunité, c'est quoi? C'est l'absence de punition. Et la punition est dictée par la loi. Celui qui ne respecte pas la loi, c'est ce à quoi il s'expose. Et quand on est à la tête du pays et qu'on ne respecte pas la loi, on s'expose à quoi? En punition, je dis déjà, mais sur la question des faux médicaments, là c'est aussi la punition. Les gens sont en prison pour ça. Les gens sont en prison pour ça, effectivement. On note le cas Métognon pour d'autres faits. Pour d'autres faits de commission aussi. Une bouteille de champagne, 2 millions, que celui qui a donné ne reconnaît pas, que lui-même ne reconnaît pas avoir reçu, mais il est en prison. Ses avocats ont proposé de payer la caution pour pouvoir bénéficier de sa liberté, qui est, n'oublions pas, en toute démocratie, la liberté est la règle. La prison
est l'exception. C'est cela le fond de la démocratie. Mais il y a aussi que les magistrats sont en grève. Parce qu'ils exercent une partie de leur liberté. Nous à l'Union sociale libérale, nous ne sommes pas figés idéologiquement. Pour nous, l'Union sociale libérale, c'est le parti du social et des libertés. Nous défendons les libertés individuelles et collectives et nous les faisons pour que le retour pour chaque citoyen soit total. Et ce sont ces deux éléments que nous défendons principalement. En dehors de ce canal, en dehors des chaînes de télévision et radio où vous dénoncez ce qui se passe, est-ce que vous arrivez d'écrire au gouvernement pour corriger certaines choses? Ça fait à peine 2 semaines que nous sommes nés, on ne peut pas encore mais prétendre... Nous utilisons ces espaces que vous nous offrez et je vous en remercie à nouveau pour que le gouvernement entende déjà ce que nous pensons, ce que nous suggérons, ce que nous critiquons, ce que nous encourageons parfois. S'il est nécessaire de passer par les canaux que vous suggérez, écrire ou d'autres espaces pour nous faire entendre, nous le ferons puisque ça participe à l'animation de la vie politique. Nous ne réservons aucun espace pour animer utilement ces espaces politiques-là au profit de nos populations. Donc nous allons le faire si nécessaire. Nous utiliserons donc tous les canaux possibles pour nous faire entendre, tous les canaux démocratiques nécessaires pour que l'animation de la vie politique puisse être respectée. L'animation de la vie politique, comment vous pensez vous communiquer avec le peuple? Vous allez pouvoir tout le temps dans cet entretien parler de la base. Est-ce que vous voulez vous figer seulement en français ou bien vous voulez travailler aussi avec les langues nationales? Quelle est votre stratégie de travail pour atteindre le peuple, pour communiquer bien avec le peuple? À travers la réponse, vous avez trouvé la réponse. Après la question, pardon, vous avez la réponse. C'est la base. Nous avons dans chaque quartier au moins 4 catégories de cellules. Et à la tête de chaque catégorie de cellules, un bureau qui est directement donc connecté par l'arrondissement au bureau national. Donc les informations qui quittent le bureau national descendent directement à la base. Et c'est à cet effet que nous avons structuré notre parti ainsi pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences entre la base et la tête du parti. Nous parlons dans toutes les langues, avec nos responsables au plan local, dans toutes les langues, dans tous les quartiers, nous sommes présents, nous faisons descendre l'information pour que la base soit réellement informée et au fait de ce qui se passe. Pour que la base soit réellement informée, le temps qui nous est pas dans cette émission tire à sa fin, mais il y a une étape là que vous ne pouvez pas échapper. Sur notre table, il y a 3 cartons. Le carton rouge, jaune et vert. Si vous devez donner un carton au pouvoir en place, quel sera le carton que vous allez donner au président Talon pour sa gestion? J'avais pensé que c'était à d'autres fins les cartons, sinon j'aurais choisi la couleur bleue. Mais puisqu'il n'y a que le jaune, le vert et le rouge, c'est ça, j'ai cru comprendre qu'il est très habitué au rouge, je ne vais pas lui donner, on va lui donner un jaune. Un jaune. Un jaune, ça veut dire qu'il peut améliorer, mais ça veut dire surtout sur la route, commencer à arrêter. Si vous foncez, le feu passe au rouge et vous risquez un accident. C'est le rôle d'une opposition, ce n'est pas la casse, c'est d'alerter, c'est d'avertir pour que la casse n'advienne pas. Et si vous devrez vous adresser directement à lui et à son gouvernement en place? Ce serait trop de prétention en tant que simple citoyen et non pas forcément membre du bureau national de l'Union sociale et libérale. Je reprendrai juste ce mot de la fin, c'est faire attention, diriger des hommes, ce n'est pas diriger des machines. Diriger des hommes, ce n'est pas diriger des machines, mais quel mot vous avez maintenant à l'endroit de vos concitoyens et aussi à la classe politique et à la base qui vous suit maintenant aujourd'hui? Si c'est à la base qui nous suit, rappelez que nous avons remis le pouvoir à la base. C'est à elle de décider de qui elle veut voir diriger les affaires de l'État, décider aussi de ce qu'elle ne veut plus. Oser le dire, savoir que désormais, elle a un cadre institutionnel, un cadre politique au sein duquel elle peut dire ce qu'elle ne veut plus. Il faut qu'elle le dise, nous allons aider à le dire, nous allons essayer de donner l'écho suffisant à cette expression. Et quand je dis que l'USL est le parti du social et des libertés, qu'ils comptent sur nous pour défendre toutes leurs libertés individuelles et collectives. Amis téléspectateurs de Politiquement Chaud, vous avez suivi avec nous M. Gomez, il est le secrétaire général adjoint
et aussi l'homme chargé des stratégies, des questions de stratégie, au Parti social... Union sociale et libérale. Union sociale et libérale, USL, qui est né il y a de cela 2 semaines au Bénin. Ce parti se réclame de l'opposition, mais M. Gomez, dans l'ensemble de ce qu'il a dit ici, dit simplement que la gouvernance actuelle est en train d'enfreindre un peu au social. On voit que ça ne va pas dans le pays. La question de la liberté est chère à ce regroupement, mais il faut retenir aussi que pour adhérer, pour venir à l'Union sociale libérale, n'est pas question d'un bloc de partis, forcément, même un seul individu est la bienvenue, si je peux m'exprimer ainsi. Aussi, la politique à l'USL, c'est quoi? C'est le social et c'est aussi les questions de liberté pour les uns et les autres. La liberté, effectivement, il le faut. Nous n'avons pas pu toucher tous les points que nous devons toucher dans cette émission. Je pense que bientôt, nous allons essayer aussi encore de retrouver encore M. Gomez ou un autre membre du parti et vous serez bien informés. Votre émission Politiquement Chaud, c'est vrai, vous nous avez manqué 2 week-ends. Ce n'était pas pour quelque chose, c'était juste pour question d'organisation. Monsieur Nouroudine Moussa, merci pour ce résumé. Géraldo Gomez, merci. Merci à vous. Cet éclaircissement. La prochaine fois, nous vous inviterons, ou quelqu'un d'autre, comme l'a dit Samuel Taillou, là, on va aborder une question que nous avons oubliée. Le logo porte un poisson. C'est l'un des produits que commercialise votre président. Tout à fait. On en parle avec plaisir et pour donner un avant-goût, le poisson, c'est signe d'abondance et de partage. Merci, M. Gomez. Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité renouvelée. Rendez-vous le week-end prochain dans le même studio avec les mêmes animateurs. Merci.